Merci beaucoup. Donc, on va commencer en fait ce workshop sur comment établir sa stratégie de contenu pour sa boutique en ligne, son e-commerce. Dans un premier temps, je vais me présenter. Donc, mon nom, c'est Thierry. Je suis consultant en marketing numérique pour les boutiques en ligne. J'ai fait un baccalauréat en marketing et j'ai aussi en train de terminer mon DESS. En fin de cette masterclass, vous devriez pouvoir bâtir une solide stratégie de contenu pour votre boutique en ligne, déterminer vos piliers de contenu, rédiger des billets de blog et les intégrer sur votre site, et ainsi que partager le tout sur vos réseaux sociaux. Donc, le plan de match, dans un premier temps, on va voir comment définir son client idéal, on va parler de la température du trafic, on va voir comment établir ses piliers de contenu, pourquoi choisir le blog. Donc, oui, je vais parler du marketing de contenu en général, mais je vais surtout aussi parler de tout ce qui est lié avec le blog. Je pense qu'il est vraiment capital, surtout lorsqu'on n'a pas un grand budget marketing. Et on va parler de bonnes pratiques SEO pour optimiser et bien apparaître sur Google. Donc, pour ceux qui étaient déjà dans les notes précédents, vous avez déjà entendu parler du concept de personnage, je le répète, mais ça reste quand même super important. Un persona, en fait, le persona, ça désigne un personnage imaginaire qui représente un groupe ou un segment cible dans le cadre de campagne marketing. Donc, le persona, il est généralement doté de caractéristiques sociales, psychologiques. Il a un nom, il a un prénom, il a un salaire, il a un travail. C'est une personne qui peut être extravertie, introvertie. Il a des ambitions, des buts dans la vie. Ce qui est super important, c'est ne pas focaliser seulement sur les informations qui sont démographiques. L'erreur, qui, surtout, je vais dire, dans le milieu universitaire, on focalise beaucoup sur les informations démographiques et on oublie vraiment toute la diversité qu'on trouve dans une population. Donc, moi, ce que je vous invite à faire lorsque vous allez créer votre client idéal, le définir, c'est en prendre le temps de définir c'est quoi son problème principal. Qu'est-ce que le problème amène dans la vie de votre client? Et surtout, pourquoi il est important de régler ce problème. Je vais donner un exemple. Prenons, moi, en ce moment, j'ai un bureau qui est assis debout. Donc, moi, mon principal problème, c'était que je restais assis pendant de longues journées. Donc, là, j'ai investi dans un bureau assis debout. Donc, c'est vraiment prendre le temps de se dire, OK, c'est quoi le problème et surtout comment mon produit article va résoudre ce problème-là. Donc, comment récolter de l'information pour bâtir votre persona? La meilleure des choses à faire, c'est d'abord et avant tout de parler avec vos clients. Donc, si vous êtes capable, organisez des focus groups, asseyez-vous, posez des questions à vos clients pour vraiment bien comprendre sa réalité. Vous avez aussi les analytics sur vos réseaux sociaux, donc Google Analytics. Vous avez les informations démographiques que vous pouvez aller chercher. Vous avez aussi avec Facebook, Instagram, sur les différents réseaux que vous utilisez. Il y a aussi la base de données SparkToro. Et finalement aussi, un truc que j'aime bien faire, c'est les groupes Facebook. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment vous glisser un peu dans ces groupes, aller récolter l'information, comprendre la réalité, justement, de chaque personne. Il est aussi important de comprendre le parcours du client idéal. Donc, le Customer Journey. Customer Journey, on parle du parcours client, c'est vraiment une carte détaillée qui montre l'expérience complète d'un client avec votre entreprise, donc du moment avant qu'il connaisse votre entreprise jusqu'à l'achat. Donc ici, là, j'ai mis c'est la définition. On parle vraiment de toutes les interactions entre le client et votre entreprise. Ici, vous avez un exemple que j'ai mis ici. Donc, par exemple, première fois que je découvre votre entreprise, je vois par exemple une publicité en ligne, ça peut être un panneau sur votre route. Ensuite, je vais découvrir vos réseaux sociaux. Je vais venir, par exemple, dans votre magasin. Finalement, j'ai vu le produit, je vais aller le rechercher sur Internet. Je vais appeler le service à la clientèle et finalement compléter l'achat en ligne. Donc ça, mettons, c'est un parcours d'achat. Ce qui est important de garder en tête, c'est de vous dire quels sont les points de contact, comment vous pouvez améliorer aussi ces points de contact, est-ce que c'est des bons points de contact, mettons, est-ce que c'est une bonne publicité que je vois qui me donne envie d'en savoir plus sur votre marque. Donc, ça, c'est vraiment des choses qu'il faut se poser. Par la suite, vous avez aussi ce qu'on appelle la température du trafic. Donc, la température du trafic, ça désigne en fait les interactions que vous avez avec un groupe d'utilisateurs en fonction des chances qu'elle a de convertir. Autrement dit, si un utilisateur connaît ou non votre marque, mais les chances qu'il achète ne sont pas les mêmes. Je vais vous donner un exemple. Je vais reprendre mon bureau assis debout que j'ai ici. C'est sûr que là, le bureau que je me suis acheté, c'est un bureau à peu près 800 $. Donc, c'est sûr que je n'ai pas sorti 800 $ de ma poche directement dès que j'ai vu la première publicité. Donc, c'est sûr que moi, j'ai commencé à apprendre à en savoir plus sur la marque, comprendre c'était quoi l'offre de produits ou services, et ensuite, là, j'ai investi dans ce bureau.
Donc, je vais faire un peu le même comparatif avec la température du trafic. Donc, il y a ce qu'on appelle le trafic froid. Trafic froid, on parle d'utilisateurs qui n'ont jamais entendu parler de votre marque. Ils ne connaissent pas vos produits ou services. Et généralement, on parle de personnes qui ont peu de chances d'acheter dès la première visite. Comment ça peut prendre forme? Donc, comment on attire le trafic froid? Ici, par exemple, on a les billets de blog. Donc là, ici, j'ai donné 2 exemples que j'avais fait avec la boutique Le Balconnier. Comment aménager un coin de repos sur son balcon. Les gens qui vont chercher ça, ils ne sont pas nécessairement en mode achat, ils sont juste en train de chercher un peu, comprendre, s'inspirer. Ce sont pas les gens qui vont acheter tout de suite. Ils sont en train de s'informer. Vous avez aussi Pinterest, par exemple. Pinterest, c'est vraiment très bon pour la découvrabilité. Vous avez aussi les relations de presse. Donc, moi, à certains points, si vous cherchez mon nom sur Internet, ben, j'apparais dans la presse. Donc, ça permet aussi d'aller chercher du trafic froid. Et vous avez aussi le marketing d'influence. Ce sont vraiment des bonnes façons de toucher des gens qui ne connaissent pas du tout votre entreprise. Par la suite, vous avez ce qu'on appelle le trafic tiède. Donc, trafic tiède, on parle d'utilisateurs qui connaissent votre entreprise, qui ont montré un certain intérêt, mais ils ne sont pas encore prêts à acheter. Donc, vous avez quand même plus de chances de les convertir que du trafic froid, mais on est quand même loin de là. Donc, le trafic tiède, quelques idées pour aller chercher le trafic tiède, c'est avec le contenu sur les réseaux sociaux. Donc là, ici, j'ai mis un exemple avec une publication que j'ai faite sur Le Balconnier. Même chose, j'ai des billets de blog pour que les gens apprennent à connaître un peu, à s'informer. Ensuite, ben là, je mets du contenu où je montre justement mes produits, je montre mes services. Vous avez aussi ce qu'on appelle des publicités de retargeting. Donc, retargeting, je vais prendre le temps de le définir. On parle de personnes qui sont venues sur votre site web, qui ont fait certaines actions. Ben là, vous voulez pouvoir viser ces personnes-là spécifiquement. Et après, il y a ce qu'on appelle du brand search. Donc, brand search, c'est lorsque vous faites de la publicité sur Google. Donc, lorsque vous faites une recherche, par exemple, chaussures rouges, et que là, vous voyez chaussures rouges Nike qui apparaît en publicité, ben ça, c'est ce qu'on appelle du brand search. Après, on a ce qu'on appelle le trafic chaud. Là, on parle de gens qui savent vous êtes qui, ils sont engagés envers vous et leur carte de crédit, ben, elle est prête. S'ils ont vu votre contenu, ils connaissent votre marque, ils comprennent votre offre de produits ou services, ils comprennent surtout comment vous pouvez améliorer leur quotidien. Donc, quelques idées pour aller chercher du trafic chaud, ben, vous avez tout ce qui est avec le email marketing, vous avez aussi du social ads, le retargeting aussi qui fonctionne très bien. Donc, en email marketing, dans une boutique en ligne, on a tout ce qui est lié avec les paniers abandonnés. Donc là, je vous ai donné excusez-moi, un exemple avec la boutique Souhoum d'un email de panier abandonné. Ce que vous devez retenir pour le marketing de contenu et que vous soyez une boutique en ligne ou non, c'est que d'abord et avant tout, ça sert à créer une communauté de personnes qui sont engagées. Ça vous aide aussi à aider vos utilisateurs dans leurs décisions d'achat. C'est de réchauffer votre client idéal afin de l'amener à réaliser un achat sur votre site web et aussi améliorer la rétention. On s'assure que les gens ils retiennent votre marque. On part sur une personne qui était froide, qui ne connaît pas du tout, on la réchauffe et là, je dis, OK, je comprends c'est qui, je comprends comment tu peux améliorer mon quotidien, je suis prêt à acheter avec toi. Donc maintenant, comment réchauffer le client idéal? Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de lister les questions importantes que votre clientèle se pose durant le parcours d'achat. Donc, selon l'étape où se trouve le client, ben, les questions qu'il se pose sont différentes. Donc là, j'ai pris l'exemple de la boutique Le Balconnier. Par exemple, moi, j'ai fait des billets de blog pour eux. Première chose que les gens se posent avant d'aménager une terrasse, c'est se dire, ben, comment j'aménage mon balcon? Par la suite, ils vont se dire, ben, comment je choisis mon mobilier de jardin? Quelle table je devrais choisir? Quelle marque? Qu'est-ce que je dois regarder? Et une fois qu'ils ont acheté, ben là, ils vont se dire, OK, ben, comment je peux conserver mon mobilier de jardin? Comme ça, l'été suivant, ben, il va être en bon état. Donc, c'est là qu'il est vraiment important d'avoir pris le temps de définir ce qui est son client idéal et surtout son parcours d'achat. Donc, moi, je vous donne quelques sites qui vont vous permettre de trouver vos clients idéaux. Donc, des sites gratuits, vous avez Answer the Public, vous avez Ubersuggest, qui vous permet d'aller chercher en fait toutes les questions. Donc là, ici, vous avez un exemple de qu'est-ce que Ubersuggest vous donne comme élément de réponse. Donc, mettons, si j'ai jeans, ben là, vous pouvez savoir vraiment, quel genre de jean acheter, quel jean fonctionne bien avec un t-shirt noir. Donc, vous avez toutes les questions que les gens se posent en ligne.
Vous avez aussi, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder les articles de blog de vos compétiteurs. Parce que souvent, en fait, les articles de blog que la compétition a écrit, ben, ça veut dire que les gens ont déjà fait des recherches pour vous. Donc, il faut aller vous inscrire à la compétition. Et aussi, glissez-vous dans les groupes Facebook. Je trouve que c'est vraiment une mine d'or, surtout si vous êtes dans une industrie quand même où il y a beaucoup de gens, là, dans des groupes Facebook où il y a parfois des milliers de personnes là-dedans, mais c'est vraiment une mine d'or pour aller chercher du contenu ici. Un autre outil, donc ça, c'est un outil qui est payant, s'appelle SEMrush. Donc, c'est un outil qui est quand même à 99 dollars US par mois. Donc, c'est sûr, c'est pas pour tout le monde, ça coûte de l'argent. Par contre, moi, ici, j'ai un lien affilié qui vous donne 14 jours gratuits. Donc, je vais vous montrer comment il fonctionne l'outil SEMrush ici. Donc, là, vous pouvez voir mon écran. Donc, SEMrush, en fait, c'est un outil de recherche pour tout ce qui est le référencement naturel. Donc, je vais donner un exemple. Si moi, mettons, j'écris chocolat. Donc, admettons que moi, je vends du chocolat en ligne. Ben, ici, je suis capable de trouver toutes les questions, ici, donc, toutes les questions que les gens se posent sur le chocolat au Canada. Donc, comment faire du chocolat, comment faire fondre du chocolat, comment faire du chocolat fondu, comment faire des bonbons au chocolat, des choses comme ça. Donc, à partir de là, moi, ce que je vous inviterai à faire, donc avec l'outil SEMrush, c'est de pouvoir justement exporter ces données-là et vous pourriez vous en servir pour justement trouver des idées de contenu en continu. Donc, ici, je vous rappelle, c'est un outil payant. Dans la présentation, après la présentation, vous aurez aussi la vidéo, elle sera mise en ligne sur YouTube. Vous pouvez aussi aller vous chercher ce lien pour profiter de 14 jours gratuits et vraiment aller chercher toutes les questions que les gens se posent sur Internet. Donc, une fois que vous avez toutes les questions, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de prendre le temps de concilier le tout dans un fichier Excel. Moi, c'est une chose que j'aime bien faire. Ça peut être un fichier Excel, ça peut être un autre logiciel comme Notion, des to-do list, Trello, peu importe, mais le but, c'est vraiment que tout soit mis à un espace. C'est comme une mine d'or, une voûte où chaque fois que vous avez des questions, ben, vous avez juste à ouvrir la voûte, vous pigez là-dedans, vous dites, ah, OK, je vais parler de ça aujourd'hui. Maintenant, on va parler des piliers de contenu. Qu'est-ce que sont les piliers de contenu? Essentiellement, c'est 3 à 5 sujets que tu vas aborder régulièrement avec ta marque. Donc, ces piliers vont te permettre d'éviter de partir à la dérive. Et le but, c'est vraiment de te dire, ben, tu vas toujours rester avec ces piliers de contenu. Donc, moi, je vais donner un exemple avec ma marque. Donc, moi, en ce moment, je suis un consultant pour les commerces en ligne. Donc, moi, ce sont mes 5 piliers de contenu. Mon premier, c'est comment fidéliser les clients sur son e-commerce, parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Comment optimiser sa boutique en ligne? C'est quoi les outils importants? Bon, ça fait des plugins, des choses comme ça. Comment utiliser le marketing de contenu pour générer du trafic qui est qualifié? Et aussi tout ce qui est avec la psychologie du consommateur en ligne. Donc, moi, ce sont les 5 sujets dont je vais toujours parler sur mes différents réseaux. Et moi, je ne vais pas non plus partir dans tous les sens. Donc, je vais toujours rester sur ces 5 piliers. Donc, quelques erreurs à éviter aussi pour vos piliers de contenu, c'est avoir des sujets qui sont trop éloignés. Je vais donner un exemple. Si moi, je commençais à dire, ben, OK, je vais commencer à parler de marketing d'influence, aussi comme un pilier, ben, marketing d'influence, oui, c'est sûr que c'est lié indirectement avec le e-commerce, mais c'est quand même un sujet qui est très différent. Donc, si vous avez des sujets qui sont trop éloignés, ben là, vous pourriez perdre des gens ici. L'autre erreur, c'est ne pas s'en tenir au pilier de contenu. Parce que plutôt, ce que je vous avais dit, c'est vraiment important de prendre le temps de concilier toutes les questions que les gens ils ont dans un fichier Excel. Et si, par exemple, vous faites ça, puis après, ben, vous oubliez de regarder ce fichier-là, vous oubliez de regarder quelles sont les questions que les gens se posent, ben, le contenu que vous allez ériger ne va pas être engageant. Un certain point aussi, c'est d'avoir trop de piliers de contenu. Donc, moi, je vous recommande d'aller 3 à 5 maximum. Et finalement, c'est ne pas mettre aussi à jour vos piliers de contenu en fonction de la rétroaction de votre communauté. Parce qu'à un certain point, oui, la création de contenu, le but, c'est de pousser un message, mais pour créer une communauté, c'est aussi prendre le temps d'échanger avec les gens. À un certain point, vous allez voir que, OK, mais il y a peut-être certaines pièces de contenu qui vont vraiment générer plus d'engagement. Donc là, c'est important aussi de se dire, OK, mais peut-être que moi, plus tard, dans quelques temps, mais je vais me dire que le pilier de contenu sur la psychologie du consommateur en ligne n'est peut-être pas bon pour moi parce que les gens vont se dire, OK, ben, c'est pas ça qui résonne avec mes clients, donc je vais soit retirer ce pilier ou bien le changer.
Ici, je vais parler aussi des 4 piliers de valeur. Donc, on parle des piliers de contenu, donc choisir les sujets, mais aussi comment apporter de la valeur. Ça veut dire quoi donner de la valeur? Parce que c'est sûrement une expression que vous avez déjà entendue. Si vous écoutez les Gary Vee de ce monde, ils vont toujours répéter ça, give value, mais ça veut dire quoi? Parce qu'il faut quand même garder en tête que la création de contenu, c'est pas pour vendre seulement. C'est sûr que l'objectif final est vendre, mais vous ne devriez pas toujours vous dire, OK, je veux juste pousser pour vendre. L'erreur que je vois très fréquemment, que beaucoup de boutiques en ligne font, et même les entreprises, c'est qu'elles vont juste présenter leurs produits tout le temps. Alors que personne se connecte sur TikTok en disant, ben, j'ai hâte de voir les produits de telle personne. Personne. Et il faut quand même garder en tête que selon le prix et la complexité du produit, mais c'est aussi possible que le parcours d'achat, donc Customer Journey, s'échelonne sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc, si je vous donne encore l'exemple de mon bureau assis debout, ben, quand j'ai sorti c'était un 800 $ que j'avais payé, ça ne s'est pas fait en quelques jours. C'est une décision que j'ai fait sur plusieurs semaines parce que 800 $, c'est pas un truc qu'on trouve ça tombe pas des arbres, là, donc c'est quand même aussi le temps d'amasser cet argent-là, se dire, ben, OK, est-ce que c'est une bonne décision que je prends? Est-ce que cet achat-là va perdurer dans le temps? Donner de la valeur, ce que vous devez retenir ici, c'est que vous devez aider votre utilisateur à prendre la meilleure décision pour lui. Dans un premier temps, vous avez le contenu éducatif. Donc, je vous donne des exemples. Vous pouvez répondre aux questions des clients. Vous pouvez aussi déconstruire des croyances. Et ça, c'est quand même très puissant. Ça, c'est le fait de déconstruire des croyances et expliquer que c'est certaines choses que vos clients ils pensaient que c'était ça. Donc, admettons, je vais donner un exemple que la publicité Facebook, ça ne marche pas. Mais si vous êtes capable d'expliquer pourquoi, admettons, la publicité Facebook fonctionne et voici les erreurs qui font en sorte que là, ça ne fonctionne pas, ben, les gens vont dire, ah, OK, ça va définitivement te crédibiliser. L'autre point, c'est aussi informer la clientèle sur les points importants à savoir avant d'acheter un article. Donc, je vais prendre encore mon exemple du bureau assis debout. Moi, dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est comprendre, OK, mais qu'est-ce que je dois savoir? Là, on m'a dit dans un premier temps, c'est important de m'assurer que j'ai l'espace nécessaire dans ma pièce pour mettre mon bureau assis debout. C'est important aussi de savoir est-ce que mon bureau assis debout peut supporter tout mon matériel. Donc, ça, c'est des choses assez importantes à faire. Donc là, je vais donner des exemples. Ici, vous pouvez faire du tutoriel, de podcast. Vous avez aussi des lives ou des webinaires. Et vous avez aussi les articles de blog. Vous avez aussi le contenu qu'on dit aspirant, divertissant ou trendy. Parce que ça, je l'ai répété un peu plus tôt, mais je vais le répéter encore. Personne ne se connecte sur Instagram en espérant voir les produits de vos entreprises. Personne. Les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est d'abord, ils veulent se connecter avec les gens, ils veulent se divertir, surtout se déconnecter du quotidien. Donc là, je vous donne des exemples. Vous pouvez aussi reprendre les tendances vues sur TikTok et les adapter à votre industrie. Donc ça, c'est vraiment une bonne façon de grandir. Vous pouvez aussi raconter l'histoire de votre marque, donc tout ce qui est lié avec le storytelling. Ça, c'est une façon vraiment très forte euh, d'aller vraiment chercher l'attraction. Vous allez aussi mettre de l'avant les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment une bonne façon d'humaniser votre marque. Et vous pouvez aussi montrer les behind the scenes. Donc ça, admettons, vous êtes en train de construire le produit, mais juste montrer comment il est fait au quotidien. Ou même, admettons, si je donne un exemple, si je suis consultant, mais il faut montrer à quoi ressemble une journée type. Pour ça, les gens ils comprennent un peu les processus. Contenu promotionnel. Donc là, ici, on parle de vente. Donc là, ici, on présente votre offre de produit ou service. Ici, on explique aussi les différents bénéfices des articles. Donc, quand on parle de bénéfices, ça, c'est important aussi à regarder en tête. Un bénéfice, c'est que vous expliquez comment votre produit améliore le quotidien. Une caractéristique, c'est vraiment une caractéristique, c'est quelque chose, une information précise sur le produit, mais ça n'explique pas comment ça améliore le quotidien. Également, on peut aussi promouvoir un rabais sur un nouveau produit. Donc, ça, c'est aussi le genre de contenu promotionnel qu'il est possible de faire. Vous avez aussi le contenu qui vise à établir votre autorité dans un marché. Dans ce cas-ci, vous pouvez présenter une étude de cas qui montre comment vous améliorez le quotidien de vos clients. Vous pouvez aussi présenter les prix que vous avez remportés par le passé et aussi montrer les mentions que vous avez obtenues à la télévision. Donc, le but de montrer son autorité, c'est vraiment que les gens ils vont
comment dire, vont vraiment mieux valoriser vos produits ou services. Je vais encore prendre mon bureau assis debout. Si par exemple, mon bureau assis debout, la marque c'est Autonomous, on me dit que, je sais pas, moi, ils ont reçu plusieurs prix prestigieux, ils sont passés à la télévision. C'est sûr que pour moi, je vais me dire, OK, ça, c'est une marque quand même beaucoup plus sérieuse par rapport à, je sais pas, une marque lambda qui est vendue, je sais pas, peut-être moins cher dans un grand magasin. Donc, le fait de dire que, par exemple, vous êtes passé dans les journaux, des choses comme ça fait en sorte que les gens vont vraiment crédibiliser votre offre. Ils vont se dire, OK, ce que vous vendez là, c'est vraiment quelque chose qui a de la valeur parce que tu es passé à la télévision, parce que tu es passé dans les journaux. Donc là, ici, je vous ai présenté les 4 piliers de valeur. Donc, on a parlé du contenu qui était inspirant, trendy, on a parlé de tout ce qui était éducatif, on a parlé de tout ce qui était aussi promotionnel et établir son autorité. Moi aussi, je vous ai fait en fait bon, une répartition. On n'est pas obligé de la suivre à la lettre. C'est sûr que selon votre industrie, ça peut varier. Mais l'important, c'est vraiment de s'assurer qu'il y ait quand même beaucoup de contenu éducatif, du contenu qui est inspirant et du contenu qui vise à établir votre autorité. Et tout ce qui est promotionnel, ben, ça va pas vraiment, c'est une petite partie. Parce que les gens ne se connectent pas sur les réseaux sociaux pour pas seulement pour magasiner, pas seulement pour voir vos produits ou services. Parce que l'erreur que les gens font, c'est souvent dire que le promotionnel, ben, ça va être peut-être 80% du contenu. Et là, ça fait en sorte que les gens ne sont pas trop intéressés. Parce qu'ils se disent, ben, OK, chaque fois que ces personnes partagent du contenu, c'est juste pour me vendre. Donc là, à partir de là, maintenant, on va dire quelle est la durée de vie des publications sur les réseaux sociaux. Parce que là, on a vu comment établir ces piliers de contenu, comment donner de la valeur. Mais c'est sûr qu'il faut garder en tête que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, certains réseaux sociaux vont demander beaucoup plus de travail pour percer versus d'autres. C'est pour ça que je vais parler vraiment de la durée de vie des publications sur les réseaux sociaux. Si vous publiez sur LinkedIn, par exemple, versus Twitter, ben, pour vraiment grandir sur Twitter, ben, ça vous donnerait beaucoup plus d'efforts que sur LinkedIn. Par exemple, TikTok. Donc là, ici, je vous donne quelques statistiques en termes de durée de vie de publication. Donc sur Twitter, on parle quand même dans 15 minutes. 15 minutes, donc vous publiez, puis d'ici 15 minutes, ben là, le maximum de personnes aura vu votre publication. Et ensuite, la portée, donc le nombre de gens qui vont la voir va être en baisse. TikTok, c'est immédiat, mais c'est sûr que ça dépend. Si vous êtes viral, ben là, ça peut durer quand même assez longtemps. Facebook, on parle quand même dans 6 heures. Instagram, 48 heures. YouTube, on parle d'une vingtaine de jours. Et Pinterest, on parle de 4 mois. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord vous poser la question, c'est sur quel réseau social mon client idéal ou ma cliente idéale se trouve le plus. Et à partir de là, vous regardez aussi c'est quoi la durée de vie des différentes publications et établir un peu votre calendrier éditorial. Si par exemple, je vous donne un exemple, disons que j'ai envie d'aménager mon balcon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'inspirer sur Pinterest. Pinterest, la beauté, si je fais Pinterest, c'est qu'on n'est pas obligé d'être super actif. Vous pouvez publier 3-4 fois semaine, mettre une image bien optimisée et vraiment aller chercher beaucoup de traction, beaucoup d'impressions rapidement, être vu, être bien vu. Alors que si le but, c'est de se dire, ben, j'ai envie de grandir sur Instagram, ben, Instagram, aujourd'hui, en 2022, demande beaucoup plus de travail qu'en 2016. Donc, la durée de vie d'une publication est beaucoup plus courte, d'une part, et en plus, pour vraiment aller chercher des impressions, être vu, ben, ça demande plus de travail. Même chose pour Facebook. Facebook aussi est rendu beaucoup plus difficile à grandir sur ça. Et ici, maintenant, on va parler du blog. Le blog, on parle de 2 ans. Donc, un billet de blog qui se réfère très bien, là, il peut vraiment travailler pour vous pendant plus d'une année. Et c'est ça que je trouve, pour toute personne qui commence son entreprise, travailler son référencement, bâtir des blogs, je pense que c'est vraiment très pertinent. Ce qui est important, c'est de maximiser les points de contact. C'est sûr qu'idéalement, si un client a la chance de voir votre entreprise à plusieurs reprises, à différents endroits, vous avez quand même plus de chances que la personne, au final, va venir acheter chez vous. Donc, je vais prendre l'exemple de Gary Vee. Sûr que j'ai une petite note assez importante. Gary Vee, dans son cas, il a plusieurs employés avec lui. Donc, c'est sûr que la pyramide qui est présente, je trouve que c'est un bon truc, mais ce n'est pas vrai que c'est applicable pour tout le monde. Si vous êtes tout seul,
c'est pas vrai que vous pouvez tout faire ça tout seul, sinon vous allez vous brûler complètement. Mais lui, ce qu'il fait, c'est que d'abord, il va prendre une pièce de contenu qui est pilule. Donc souvent une vidéo qui est très longue, un article de blog, et ensuite il va diviser son article de blog en plusieurs micro-pièces de contenu. Donc il va les adapter sur les différents réseaux sociaux. On va prendre par exemple 1 minute de sa vidéo, puis on va faire une publication Facebook, une publication TikTok. Et ensuite, il va distribuer ça sur les différentes plateformes en respectant bien sûr les codes. Dans votre cas, moi, ce que je vous conseille, c'est concentrez-vous d'abord sur une plateforme si vous êtes tout seul. Le but, c'est d'abord de développer votre muscle en création de contenu. Parce que si vous ne l'avez jamais fait, ben ça prend du temps. Ça demande de l'imagination, ça demande quand même d'avoir une certaine rigueur. Donc, commencez par une plateforme et ensuite, une fois que vous serez à l'aise, là, vous pourrez commencer à décliner vos différents contenus sur différents réseaux sociaux. Donc, moi, je vais donner un exemple. Moi, dans mon côté, ce que j'ai fait d'abord pendant environ 3 ans, j'ai commencé à développer mon activité sur LinkedIn. Et là, maintenant, je commence à être assez à l'aise à me dire, OK, je vais essayer de décliner ma stratégie de contenu sur d'autres réseaux sociaux. Donc, si, en vous avez un commerce en ligne, la même chose, je vous dirais peut-être commencer sur Instagram ou TikTok. Je dirais même TikTok aujourd'hui, c'est vraiment la plateforme qui vous permettrait d'être vu le plus rapidement possible. TikTok est une très belle plateforme pour aller chercher la notoriété rapidement. Et ensuite, ben là, vous pouvez vous dire, OK, une fois que j'ai un following, je suis habitué à créer du contenu, ben là, c'est plus facile de distribuer ça ailleurs. Et là, pourquoi vous devriez tenir un blog sur votre e-commerce? D'une part, et ça c'est important que, il faut retenir ça, le prix de la publicité continue d'augmenter. Ça a augmenté en 2020, 2021, 2022 et ça continue encore. Ici, je vous ai sorti quelques chiffres qui présentent en fait comment le CPM, donc CPM c'est le coût par 1000 impressions, donc je vais autrement le dire, combien ça vous coûte pour afficher votre publicité à 1000 personnes. Donc on voit par exemple qu'en 2021 par rapport à 2020, sur YouTube et Google, on parle quand même de 108%. Sur Facebook, 89%, TikTok, 92% et Snapchat, 64%. Donc là, la source, c'est Stack Marketer. Donc si, admettons, dans votre cas, vous dépendez de placements publicitaires, là, vous allez vraiment dépenser, vous allez continuer de devoir dépenser plus pour faire de l'acquisition. C'est sûr que si vous vendez un produit qui est très cher et que vous avez d'excellentes marges, ça ne vous dérange peut-être pas nécessairement, mais pour ceux qui vendent des produits qui sont, on va dire, plus accessibles, où là, vos marges de profit sont beaucoup plus petites, là, ça peut être un peu plus nuisible. Et surtout, avoir un blog, ça vous permet de mieux vous référencer sur Google. Vous obtiendrez des clics qualifiés sans avoir à payer. Et même, ce que j'ai envie de dire, c'est améliorer son référencement, c'est se donner les moyens de concurrencer les grandes entreprises. Je vais donner un exemple, moi, ce que j'ai fait avec la boutique Le Balconnier. Donc, si vous tapez Mobilier extérieur Montréal, ben là, vous voyez que moi, ici, j'apparais en premier ici, et en plus, j'apparais en première position. Donc là, je dépasse, admettons, Jardin de Ville. Pour vous donner un exemple, Jardin de Ville, ils ont un budget marketing qui est quand même beaucoup plus grand. Eux, ils ont des affiches sur l'autoroute qui apparaissent un peu partout à Montréal. Moi, dans mon cas, vu que j'avais un petit budget, mais je me suis dit, regarde, je vais dépasser Jardin de Ville sur Google, sachant que les gens qui veulent acheter un mobilier extérieur à Montréal, c'est ce qu'ils vont écrire. Ils vont taper mobilier extérieur. Donc, si j'apparais en premier, déjà là, je vais m'accaparer beaucoup de parts de marché. Un autre point aussi assez important, c'est que ça vous permet de répondre aux interrogations de vos utilisateurs avant qu'ils achètent. Parce que lorsqu'il est question d'acheter un produit qui est plus cher, le processus d'achat est quand même beaucoup plus long. Donc là, je vais encore prendre l'exemple de mon bureau assis debout. Moi, dans mon cas, avant d'acheter, je me suis quand même posé pas mal de questions. Donc si, par exemple, pour chaque question que les gens se posent, là, vous apparaissez, là, dites-vous que c'est non seulement vous répondez aux interrogations, mais surtout, vous avez plus de chances que la personne va convertir auprès de vous. Donc là, je vous donne un exemple avec la boutique Cory Boutique. Donc ça, c'est un client aussi. Si vous tapez comment choisir ses vêtements de travail, là, ici, on va apparaître en premier. Parce que les personnes qui vont acheter un vêtement de travail, généralement, vont se poser des questions et vont aller chercher sur Google. Quelques statistiques qui sont quand même assez importantes, ça vient de Demand Metric et Demand Gen. Disons que 70% des utilisateurs vont apprendre l'existence d'une entreprise à partir d'articles plutôt que par la publicité.
Donc, rien que pour la découvrabilité, prendre le temps de bloguer, c'est vraiment pertinent. Et en plus que 71% des consommateurs vont d'abord lire un article de blog avant d'effectuer un achat. Et surtout, et ça c'est aussi un point assez important que je mentionnais, c'est plutôt, je vous avais montré la pyramide de contenu de Gary Vee. Je trouve, et ça c'est pour moi personnellement, quand vous partez d'un contenu pilier, donc en mettant un biais de blog, c'est beaucoup plus facile aussi de découper cet article-là en micro-pièces de contenu. Un autre point aussi assez important, c'est que c'est plus facile d'obtenir des mentions dans les journaux, les magazines. Parce que chose que moi j'ai découvert aussi, c'est que souvent les journalistes, quand ils vont chercher un sujet de nouvelle, ben, ils utilisent aussi Google, comme moi, comme vous. Donc si, admettons, je fais un exemple, un journaliste se demande comment aménager sa terrasse, il tombe sur les articles du balconnier, mais ce qu'il va obtenir un entretien, il est déjà sur le site. Il va dire, OK, ben, tu as répondu à ma question, je vais vous demander pour un entretien. Et là, ça peut mener à des mentions dans des journaux reconnus. Et là-dessus, ça peut devenir très payant. Parce que non seulement là, ça crédibilise votre marque, les gens en plus, ils vont dire, OK, c'est après dans un journal, c'est quand même sérieux, donc je suis quand même prêt à acheter. Dites-vous que, par exemple, un article dans, je sais pas, la presse, Journal de Montréal, on parle quand même de milliers de dollars. Ben, si vous apparaissez gratuitement, si vous venez d'économiser des milliers de dollars et en plus, vous avez quand même un bon coût de publicité. Donc, maintenant, on se dit, mais comment on rédige son premier article de blog? Dans un premier temps, c'est de définir ce qu'on appelle les topic clusters. Moi, j'appelle ça des groupes de sujets. Ensuite, on va déterminer quel est le sujet traité. On va voir comment faire un plan d'article. On va voir sur tout ce qui est rédigé et corrigé. On ne va pas non plus qu'il y ait des erreurs dans l'article. Optimiser pour le référencement naturel et surtout partager sur vos réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'un topic clusters? Topic clusters, ça désigne en fait un groupe de pièces de contenu qui tournent autour du sujet principal. Donc, dites-vous que les topic clusters, c'est un peu comme vos pieds de contenu que j'ai présenté plus tôt. L'objectif, c'est vraiment de lier les différentes pièces de contenu autour de ce sujet principal afin que les utilisateurs restent plus longtemps sur votre site. Donc, comment en fait les créer vos topic clusters? Donc, c'est vraiment comme vos piliers de contenu, c'est vraiment en prenant le temps de faire des recherches sur quelles sont les questions de vos clients idéaux. Donc là, il y a Answer the Public, SEMrush, Google Suggest, chose que j'ai présenté un peu plus tôt. Mais là, vous faites aussi cette recherche-là pour vos articles. Moi, je vais vous donner un exemple plus concret. Mettons, je vais prendre l'exemple avec la marque Cory Boutique, ce qu'on est en train de faire dans son référencement naturel. Donc, lui, Cory Boutique, il vend des vêtements de travail. Donc, le topic cluster, dans ce cas, ce serait vraiment les vêtements de travail. Donc, moi, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai rédigé un texte de 2500 mots qui dit comment choisir ses vêtements de travail. Ça, c'est mon contenu pilier. Et ensuite, là, je fais des micros-articles qui sont liés avec le sujet. Comment nettoyer ses vêtements de travail? Qui paye pour les vêtements de travail? Parce que souvent, les gens qui commencent un nouveau travail, ils se posent cette question-là. Ensuite, comment choisir ses pantalons? Comment choisir des vêtements ignifuges? Donc, tout ça, c'est vraiment lié autour de l'article pilier. Par la suite, c'est vraiment de déterminer le sujet de l'article. Donc là encore, là, on se réfère à la liste de questions que vos clients se posent. Et surtout, c'est toujours important qu'il y ait un objectif clair, se dire où est-ce que la personne est rendue dans son parcours d'achat, comment la pièce de contenu aide mon client à prendre une meilleure décision. Et surtout, quand vous rédigez, c'est important de garder en tête le persona. Le but, c'est que le texte, il parle à votre client idéal et pas à tout le monde. Parce qu'au final, parler à tout le monde, mais c'est parler à personne. Donc là, la question qu'on se pose, c'est, mais c'est quoi la longueur idéale pour des articles de blog? C'est sûr qu'aujourd'hui, moi, ce que je recommande, c'est au minimum 700 mots. C'est sûr que bon, dans certaines industries, vous allez me dire, OK, il y en a qui font des 300 mots et qui se classent sur Google. Oui, mais on est dans un monde où de plus en plus la qualité devient importante. Il y a aussi l'intelligence artificielle qui permet de rédiger maintenant des articles. Donc là, on va trouver des articles qui vont être beaucoup plus longs, beaucoup plus fournis. Moi, ce que je vous invite aussi à faire, c'est ne pas hésiter à regarder qu'est-ce que la compétition fait dans votre industrie pour vous donner une idée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans un premier temps, rendez-vous sur Google, tapez les sujets que vous demandez dans votre article de blog. Par la suite, c'est important de regarder le nombre de mots trouvés dans les articles. Et ensuite, c'est idéalement faire un article qui est quand même plus long et de meilleure qualité pour surclasser la compétition. Bon, ici, je vais donner un exemple plus concret.
Mettons, si j'écris comment choisir son mobilier de jardin, ben là, je vois que les premiers articles, il y a 500 mots. 500 mots, il y a Rona qui fait 2000 mots et il y a Marie-Claire FR avec 1000 mots. Donc, c'est sûr que moi, si je fais un article de 300 mots, j'ai très peu de chances de me classer dans le top 5 sur Google. Ah, je vois qu'il y a une question. Pour les questions, ça va être répondu à la fin. Donc, si, mettons, tu peux les écrire dans le chat. Je vois qu'il y a une question de Maïva. Je les écris dans le chat, puis je vais répondre aussi à la toute fin de l'atelier. Donc, ici, pour revenir ici, c'est sûr que si j'écris un article de 400 mots, il y a peu de chances que je me classe sur Google. Il faut quand même garder en tête que Google utilise quand même plus que 200 facteurs pour classer en fait ces articles. Donc, c'est sûr que le nombre de mots, ce n'est pas non plus le seul facteur qui va permettre d'apparaître en première position. Mais c'est sûr que la qualité est aussi importante. Donc, si après, je vais montrer comment structurer l'article, un peu comme les textes qu'on voit à l'école. Donc, première chose, c'est l'introduction. Donc là, vous expliquez de quoi va parler le sujet. Ensuite, vous allez séparer le sujet en plusieurs éléments. Donc, moi, j'ai mis l'élément 1, 2, 3. C'est sûr que dans votre cas, vous pouvez en mettre plus, là, si vous faites un article qui est beaucoup plus long. Et ensuite, et ce que le plus important, c'est une conclusion qui va résumer un peu ces éléments-là, et surtout, à la fin, c'est un appel à l'action. Parce que ça reste que, oui, un article de blog, le but, c'est d'informer, éduquer, mais on veut aussi que les gens achètent. Donc, il faut que la personne lise ça et se dise, OK, mais qu'est-ce que je dois faire après? Si j'ai envie de résoudre mon problème, OK, ben, clique ici pour acheter les produits. Parce que l'erreur que beaucoup de gens vont faire, et que ce soit sur des blogs ou même dans les réseaux sociaux en général, c'est qu'ils vont faire une vidéo ou un blog super, mais après, il n'y a aucun appel à l'action. Donc là, je lis ça ou je regarde ça, puis je me dis, ben, qu'est-ce que je dois faire après? Finalement, on se pose la question à comment optimiser son article pour Google. Première chose, c'est qu'il faut vous assurer qu'on trouve le mot-clé principal. Donc, qu'est-ce qu'un mot-clé? Un mot-clé, on parle d'un ensemble d'expressions qui permettent de caractériser un document, dans le texte, image, vidéo, et qui vont faciliter son référencement naturel dans les moteurs de recherche. Ça vient de Journal du Net. Donc là, ici, je vous ai donné un exemple avec un article que j'ai écrit. Comment choisir le bon pot de fleurs pour son balcon? Le mot-clé que moi j'ai choisi, c'était pot de fleurs, parce que les gens qui veulent acheter des pots de fleurs vont utiliser cette expression-là. Donc, je me suis assuré que dans le texte, on va retrouver quand même à plusieurs reprises ce mot-clé. En SEO aussi, donc quand on parle de SEO, c'est Search Engine Optimization, autrement dit le référencement naturel. Donc, comment faire en sorte que vos articles apparaissent dans Google. Il y a quand même deux types à retenir. Il y a ce qu'on appelle du short tail. Donc, short tail, c'est des requêtes qui sont constituées de un ou de deux mots. Donc, c'est des mots qui, il y a beaucoup plus de compétition, parce que c'est des mots quand même très simples. Donc, si j'écris, mettons, le mot tomate cerise, il y a quand même des milliers de personnes qui vont chercher ça chaque mois. Donc, ici, vous avez un graphique qui explique quand même très bien. Juste par exemple, tomato plant, on voit qu'il y a quand même plus de 12 100 personnes qui vont chercher ça. Alors que si, par exemple, la question pourquoi les tomates deviennent jaunes, ben ça, c'est une question qui est beaucoup plus précise. Il y a moins de gens qui se posent cette question-là. Donc, dites-vous que plus, par exemple, le mot-clé il est long, plus l'intention d'achat est là aussi. L'intention d'achat est quand même présente. Donc là, mettons, ce qu'on appelle du long tail, c'est des requêtes qui sont constituées de 3 mots ou plus. Les gens qui vont faire ce genre de requêtes-là, ils ont des intentions d'achat qui sont beaucoup plus fortes. Donc, par exemple, ici, c'est comment planter des tomates cerises en pot. Il y a beaucoup, je sais qu'il y avait par exemple 90 personnes qui cherchaient cette question-là chaque mois au Canada. Donc, moi, j'ai écrit un article là-dessus. De cette façon-là, moi, je vais pouvoir apparaître sur Google et toutes les personnes qui veulent avoir des pots pour leurs tomates cerises, ben là, ils vont pouvoir trouver la réponse à leurs questions dans cet article-là. Première chose, c'est de prendre le temps d'optimiser votre titre SEO. Donc, le titre sur Google, c'est ce qu'on appelle le titre en bleu. On appelle ça le métatitre. Ça permet en fait à Google de comprendre de quoi le sujet, quel sera le sujet qui sera abordé dans cet article-là, et même pour l'utilisateur qui va lire le titre va dire, ah ok, ben, là je comprends de quoi ça parle, donc je vais cliquer là-dessus. Ce qui est important aussi, c'est que dans le titre, on va retrouver en fait le mot-clé. Donc là, ici, je vous donne un exemple. Ici, j'avais écrit un article pour la marque Suhoum, quel savon naturel choisir pour la peau sèche. Donc ici, on retrouvait le mot-clé savon naturel. Donc, les petits trucs,
3 trucs importants. Dans un premier temps, intégrer le mot-clé. Donc là, dans ce cas-ci, c'était le mot savon, savon naturel, vu qu'eux, ils vendent des savons naturels. Par la suite, c'est prendre le temps de se limiter à 70 caractères maximum. Parce que Google, en fait, passer 70 caractères, mais ils ne vont pas tout vous montrer. Idéalement aussi, c'est utiliser une phrase qui est engageante afin d'attirer des clics. Il ne faut pas être clickbait, ça c'est important. Mais quand on parle d'une phrase engageante, ça peut être une question. Parce que souvent, les gens, quand ils vont utiliser Google, ils vont poser des questions. Et surtout, avec tout ce qui est la recherche vocale, donc quand on parle de recherche vocale, on parle du fait que les gens vont, par exemple, demander à Google des questions. Ben, si le titre de votre article reprend une question, ben, vous avez beaucoup plus de chances aussi d'apparaître. Et quand les gens vont poser des questions à leur téléphone, ben, Google va pouvoir vous citer aussi. Vous avez aussi ce qu'on appelle la métadescription. Donc, la métadescription, c'est ce qui apparaît juste en dessous du titre. Donc, l'objectif, c'est inspirer la confiance et surtout inciter l'utilisateur à cliquer sur votre site. La métadescription en référencement naturel n'a pas un impact direct sur votre référencement. Par contre, si vous prenez le temps de bien le rédiger, ben, ça va faire en sorte que les gens vont beaucoup plus cliquer sur l'article et ça va envoyer des signaux positifs à Google. Donc, je vous donne un exemple ici. Comment différencier le savon naturel artisanal du savon, je pense que le savon en bas, le savon industriel. Donc là, ici, j'ai écrit distinguer le savon naturel de l'industriel, peut-être difficile quand on ne sait pas comment s'y prendre. Cliquez ici pour apprendre comment faire. Donc, ce qui est vraiment important pour une bonne métadescription, c'est ne pas dépasser 160 caractères. Parce que sinon, Google ne va pas montrer le reste. Utiliser un appel à l'action. Prioriser autant que possible la voix active. Comme ça, les gens vont vraiment se sentir beaucoup plus interpellés. Et surtout, c'est important d'intégrer le mot-clé. Donc là, je vais donner un exemple. Si je devais écrire une métadescription pour la marque Gourou, Gourou qui est une marque de boissons énergisantes. Ici, j'écris « Contrer la fatigue rapidement grâce aux boissons énergisantes biologiques Gourou ». Cliquez ici pour commander votre caisse et profiter de la livraison gratuite. Donc là, ici, je ne dépasse pas 160 caractères. J'ai utilisé un appel à l'action, donc c'est cliquer ici pour commander. J'ai priorisé la voix active. J'ai écrit « Contrer la fatigue ». Donc là, c'est vraiment la personne à qui je parle, c'est toi qui fais l'action. Et j'ai intégré le mot-clé, donc le mot-clé exemple qui est boisson énergisante biologique. C'est aussi important, quand vous allez rédiger vos articles, de ne pas oublier l'URL de la page. Donc l'URL, c'est ce qu'on trouve dans la barre d'adresse de votre furteur. C'est important, que l'URL ne soit pas trop longue. C'est aussi important de séparer les mots-clés avec des tirets, pas des underscores. Ça, c'est une erreur que je vois fréquemment. Si vous séparez ça avec des underscores, Google n'est pas capable de comprendre que ce sont des mots séparés. Et surtout, n'ajoutez pas de date dans l'URL. Donc, si, mettons, vous faites un guide, guide 2022 pour choisir je sais pas, ses vêtements, il ne faut pas qu'on retrouve ça dans l'URL parce que en 2023, par exemple, Google va dire, OK, ton article a été écrit pour 2022, c'est le plus pertinent. Chose qui est aussi importante, c'est d'intégrer des liens internes. Donc, les liens internes, on parle des liens entre différentes pages de votre site web. Le manège interne, en fait, ça a deux avantages. Pour votre client, ça permet de découvrir les autres pages de votre site web. Ça simplifie aussi la navigation entre ces dernières. Et aussi pour Google, ça permet à Google de mieux comprendre la structure de votre e-commerce. Je vais faire un petit exemple. On va prendre, par exemple, tout ce qui est l'univers cinématique de Marvel. Dans l'univers cinématique de Marvel, justement, il y a plusieurs super-héros qui viennent dans les films des autres. Par exemple, Iron Man, il a sa propre série, mais Iron Man, par exemple, va apparaître dans le film de Spider-Man. Donc là, ça fait en sorte qu'il y a vraiment un univers qui se crée autour de ça et les gens ont envie d'aller voir les autres films. Donc ça, c'est un exemple que je prends pour le maillage interne. L'univers cinématique de Marvel l'ont bien fait, vous pouvez aussi le faire pour votre blog. C'est aussi important d'ajouter ce qu'on appelle du maillage externe. Donc, le maillage externe, c'est un peu comme les citations que vous faites dans un travail d'université. Google, contrairement à vos professeurs, il valorise beaucoup le fait que, par exemple, vous citez, par exemple, Wikipédia ou d'autres citations. Donc, si vous faites des citations, c'est important, mettez un lien externe vers le site en question. Idéalement, ce qui est vraiment important, c'est de prioriser les sites de haute qualité, qui donnent de la très bonne information.
Finalement, c'est aussi important de ne pas oublier vos images. Ça, c'est une erreur assez importante parce que en ce moment, Google va présenter des images sur près de 28% des recherches. Donc, c'est important aussi de l'optimiser. Donc, si, admettons, je cherche chaussures rouges, il va y avoir des résultats, mais il y a aussi des images qui vont apparaître. Donc, aujourd'hui, c'est possible aussi d'apparaître dans Google Images. Donc, les trucs à retenir dans un premier temps, prenez le temps de compresser vos images afin qu'elles ne dépassent pas 100 à 150 kilobytes. Donc, vous pouvez utiliser Lightroom, vous pouvez utiliser Photoshop ou I Love IMG, qui est un outil gratuit. Deuxième point, c'est aussi prendre le temps de renommer vos fichiers. Parce que si, admettons, vos images que vous mettez sur votre site, c'est, je sais pas moi, chiffres et des lettres.jpg, ben, Google ne comprend pas du tout de quoi vous parlez. Et par contre, si vous renommez vos images, donc là, ici, j'ai mis une image de savon sous Oum, j'écris savon-naturel-sous Oum, ben là, Google peut se dire, OK, ça, c'est une image d'un savon naturel qui est là, donc, quand les gens vont écrire savon naturel, ben, je vais pouvoir présenter cette image-là. Finalement aussi, c'est important de renseigner la balise Alt pour améliorer votre référencement. Donc, c'est sûr qu'il y a l'aspect aussi de rédiger votre article. Il y a aussi l'aspect de corriger. Donc, corriger avec Antidote pour pas qu'il y ait de fautes. Mais une fois que l'article est lancé, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, prenez le temps de le partager. Un peu comme un paquet de gomme. Quand vous ouvrez un paquet de gomme au primaire et que là, tout le monde court autour de vous pour en avoir un petit morceau, ben, c'est important aussi de partager. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment utiliser vos réseaux sociaux pour qu'un maximum de personnes puissent vous lire. Parce que ce qui est quand même assez important à garder en tête, c'est que tout ce qui est lié avec le référencement naturel, le SEO, ça prend quand même plusieurs mois avant que ça fonctionne. Donc, une bonne façon justement d'aller chercher les meilleurs résultats, c'est de partager chaque pièce de contenu. Si vous faites juste écrire des articles, vous laissez ça là, oui, c'est sûr qu'à un certain point, vous allez chercher l'attraction. Par contre, si vous êtes capable de le mettre sur les réseaux sociaux, ça fait en sorte qu'il y a plus de personnes qui vont pouvoir partager aussi les articles et aller chercher beaucoup plus de traction rapidement. Donc, ce qu'il faut retenir un peu de cet atelier, dans un premier temps, c'est que pour attirer et convertir des clients sur votre e-commerce, il est important de, un, comprendre le client idéal sur le bout des doigts. Comprendre aussi son parcours d'achat. Savoir c'est quoi les interrogations. Donc, à chaque étape du parcours d'achat, c'est quoi les questions que la personne va se poser. Finalement, c'est aussi de rédiger des articles. Donc, moi, ce que je vous ai proposé, surtout pour ceux qui ont des plus petits budgets, commencez avec un peu du référencement naturel. Donc, vous pouvez écrire des contenus piliers, donc mettons des articles de blog, et ensuite, plus tard, vous pouvez aussi partager vos articles sur vos différents réseaux sociaux. Et donc, comme je l'ai dit, ça partage les articles en utilisant vos réseaux sociaux. Donc, vous écrivez un article et là, vous pouvez faire par exemple une publication Instagram pour dire j'ai écrit un nouvel article, allez le lire sur mon site web. Donc, moi, je vous invite aussi à rester en contact. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, TikTok ou Instagram. Donc là, je vais prendre les questions. Merci beaucoup Thierry pour ce learn-up. Alors, moi, c'était en regardant ce que tu disais, j'avais posé quelques questions que je me suis dit peut-être que les gens se posent. Est-ce que lorsqu'on démarre son entreprise, est-ce qu'on peut cibler plusieurs personnes en même temps? Je vais y répondre ainsi. Pour ceux qui commencent leur entreprise, moi, je vous recommanderais plutôt de vous limiter à un persona. Okay. J'explique pourquoi. Parce que l'erreur que vont se faire, si on cible plusieurs personas, c'est là que vous allez devenir beaucoup trop large et là, vous risquez de diluer un peu la qualité de votre contenu. C'est sûr que dans votre cas, ça, je dis ça vraiment à tout le monde, limitez-vous à un persona, mais surtout, assurez-vous de comprendre c'est quoi son problème. Parce que même si, je vais prendre l'exemple du balconnier, un balconnier, oui, dire 80% des gens qui vont acheter, ce sont des femmes. Mais par contre, il y a aussi des hommes qui viennent acheter, il y a des gens aussi de tous âges. Yeah. Par contre, toutes ces personnes-là, même si elles sont différentes, même si elles n'ont pas le même âge, la diversité est différente, ils ont tous le même problème. Ils viennent là parce que leur terrasse n'est pas bien aménagée. Donc moi, ce que je recommande à tout le monde, c'est vraiment un persona, mais assurez-vous de connaître son problème sur le bout des doigts. Parfait. Et la prochaine question, c'était, est-ce que tu peux retourner pour partager à nouveau le lien du SEMrush? Je vais le mettre dans les commentaires. Je ne sais pas si vous avez des questions. Tu disais qu'il y a une Maëva qui a une question, mais je ne le vois pas ici dans le chat. Je vais revenir ici.
fois. Je vais mettre le lien dans le chat. Parfait. Alors, je t'invite, Maëva, à poser la question que tu avais dans le chat. Ah, mais tu peux prendre la parole si tu veux. Absolument. Oui, on m'entend? Oui, on t'entend. Ouais. OK, parfait. Alors, c'est un enchaînement de questions, en fait. Donc, la première question, c'est est-ce que lorsqu'on écrit du contenu, donc par rapport à tout ce que tu as dit pour un blog e-commerce, c'est la même stratégie que pour un blog normal? Je te dis, quand tu dis un blog normal, est-ce que, mettons, tu dis une entreprise qui est non e-commerce ou bien tu parles d'un blog personnel? Juste pas te Un dire ça. blog personnel. Je te dirais, c'est en gros, ça dépend. Parce que, mettons, tu écris un blog personnel avec un but d'affaires. Donc là, la question que je me pose, c'est dans ton cas, Maëva, c'est quoi l'objectif de ton blog personnel? Je te dirais que en fait, j'ai un blog personnel, mais j'ai aussi une plateforme e-commerce. Mais moi, là, comment je me suis formée, c'est vraiment du SEO pour le blog personnel. Et là, j'essaie de transposer ça au blog e-commerce. Et j'aimerais savoir, en fait, comme je suis allée vraiment dans l'optimisation de contenu on-page et off-page, donc je voulais savoir, est-ce que je dois aller autant aussi en profondeur pour le blogging e-commerce et que dans le blogging personnel? C'est-à-dire que, par exemple, là, tu as parlé de tes articles piliers. Je sais que moi, dans le blogging, pour tout mon processus de blogging, je vais avoir des articles piliers qui vont que je vais chercher à me positionner sur des mots-clés spécifiques pour avoir une certaine autorité. Sachant que cette autorité va pouvoir être diluée lorsqu'on va faire le maillage interne à travers les autres articles, moi, mon objectif, c'est pas de diluer justement l'autorité de certains articles piliers. Donc, je vais désindexer certains articles supports pour continuer à maintenir l'autorité de mes articles piliers sur les mots-clés que je cherche à me positionner. Donc, moi, je voulais savoir, est-ce qu'on fait à peu près aussi la même chose pour les articles de blog e-commerce? OK, là, je comprends mieux. Je te dirais, pour répondre à la question, oui. Je t'invite à aussi avoir cette même rigueur que tu as autant sur ton blog personnel que ton blog e-commerce. Après, c'est sûr que là, bon, tu as parlé de tout ce qui est lié avec la désindexation de certains articles support. Là, dans ce cas, bon, c'est sûr que je n'ai pas accès à tes données, donc je ne vais pas non plus te donner une recommandation sans avoir vu, mettons, le back-end. Donc, qu'est-ce qui se passe en arrière, savoir, est-ce que, mettons, tu as des articles qui sont support, mais qui fonctionnaient bien, mais je te dirais, les trucs que j'ai donnés et que tu appliques dans ton blog personnel, applique-les à 100% aussi sur ton e-commerce pour avoir de bons résultats. OK, super, merci. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Est-ce possible d'avoir le document de présentation? Non, mais la présentation complète sera disponible bientôt sur notre chaîne YouTube. Je vous enverrai un courriel lorsque ce sera disponible. J'espère que ça répond à ta question. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah, là, il y a une question. Marie-Aliette, si tu veux poser, si tu veux, maintenant, tu veux prendre le micro, tu peux aussi poser la question exactement. Non, en fait, elle disait ça a répondu à sa question. Ah, OK. Oui. Et parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, merci d'être venu aujourd'hui à notre Learn Up. Alors, comme je disais, ça va bientôt être disponible sur notre chaîne YouTube. Comme je le disais au début, si vous ne nous suivez pas sur nos réseaux sociaux, alors c'est Origine Village sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et aussi, n'oubliez pas, si vous avez une entreprise, de faire la maturité numérique qui est disponible sur originevillage.org. Et ainsi, on pourra vous apporter de l'aide que vous avez besoin. Alors, merci beaucoup d'être venu. Alors, c'est la fin de notre Learn-up. Et passe une excellente journée. Merci à toi, Fama. Merci à vous d'être venu.
Ouais.